Bonjour Arnaud, Arnaud Bicci, le réalisateur de This Train I Ride. On est ravi de t'accueillir dans le cadre de la 6e édition du festival Les Rendez-vous de l'Aventure, une édition qui se tient exceptionnellement en ligne, pour les raisons que tu sais, que tout le monde sait. On est ravi donc de te recevoir pour cette 6e édition des Rendez-vous de l'Aventure. Euh, je- Dans un premier temps, je voudrais te poser quelques questions sur toi et puis après on parlera plus du film. Je voulais savoir, pour faire un peu connaissance, comment... voilà, quel était ton parcours, où est-ce que tu avais grandi, quelle est ta formation, puis comment tu en étais venu au cinéma. Eh ben, écoute, je suis ravi de votre invitation. Et comment j'en suis arrivé? Ben, moi, je suis de Saint-Étienne à la base, voilà. J'ai pas eu une formation particulièrement cinéma. Je suis allé au cinéma comme tout le monde pour aller regarder les mêmes films populaires que tout le monde. Et j'ai fait quand même, enfin, j'ai fait une formation de monteur. Je suis monteur à la base. Et en fait, j'ai un pote qui m'a proposé d'aller bosser comme bénévole au Festival de Lussas. Et là, j'ai découvert que le documentaire, c'était pas forcément des reportages, mais que ça pouvait être une forme de cinéma. Et j'avoue que ça a un peu changé ma manière de voir les choses. Je me suis rendu compte que le filmer le réel, c'était une forme de cinéma. Et on n'était pas dans du reportage ou un truc journalistique. Et ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a accroché. Et j'ai vu des films là-bas qui m'ont retourné. Par exemple, quelques exemples de films qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont donné envie de te lancer dans le cinéma. Il y a un réalisateur que j'avais adoré à l'époque qui s'appelle Nikolaos Gerhalter, qui a fait un docu qui était sorti au cinéma qui s'appelait Notre pain quotidien. Et il filme du lent, c'est lent. C'est de la photo et c'est des plans fixes. Et il y a des gens qui parlent dans des plans fixes. Et il avait fait un docu qui s'appelait Pripyat, sur la ville de Pripyat, en noir et blanc, que des plans fixes. Il doit y avoir 20 plans maximum dans le film, en noir et blanc, pellicule. Et ça, moi, ça m'a scotché. Voilà. Pourtant, je m'endormais à chaque fois que je regardais ces films. Mais par contre, ces films, moi, ils m'ont scotché. Et plein d'autres, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir du cinéma avec le réel. Et après, il s'est passé une longue, longue période de gestation pour se trouver, parce que je sais pas les codes. J'ai pas les codes, moi, pour écrire les films, tout ça, pour produire. Donc, entre le moment où je me suis dit que j'allais faire des cinémas sur le réel et le moment où j'ai enfin fait un film vraiment de manière professionnelle, il s'est passé pas loin d'une quinzaine d'années, je pense. Et tu avais quel âge lorsque tu as réalisé ton premier film? Bah, j'ai réalisé un premier documentaire sur une femme tatouée et je pense que je devais avoir 30 ans. Mais personne n'en voulait, ça intéressait, enfin, j'avais pas de réseau, pas de producteur, ça intéressait personne, je savais pas écrire mon film. Donc j'ai fait mon film en système D, en empruntant une caméra à une boîte de prod que je connaissais, en faisant bosser des copains et en filmant cette dame qui, moi, personnellement, me touchait énormément, qui était une femme du Sud-Ouest que j'avais rencontrée par le biais d'un pote tatoueur qu'il avait vu dans une convention. Et c'est une dame qui avait une vie très difficile, qui se prostituait et qui recouvrait son corps de tatouage, quoi. Donc on a appris à se connaître et petit à petit, elle m'a laissé la filmer. J'ai commencé à la filmer et j'en ai fait un film qui a un peu, bon, on va dire à peu près intéressé personne, mais en tout cas, qui a un chouette film, je trouve. En tout cas, j'ai fait le film que je voulais. Après, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait des films par-ci, par-là, en système D souvent, et en apprenant à écrire. Après, j'ai fait un atelier d'écriture à la FEMIS qui m'a beaucoup appris, justement sur l'écriture, parce qu'en France, pour faire un film, il faut d'abord savoir écrire avant de savoir manipuler une caméra. Alors justement, Et ça, on en reparlera peut-être dans le second temps. Mais j'aimerais qu'on revienne notamment
Là, tu parlais d'un film qui se déroule en France, mais je voulais qu'on revienne aux États-Unis, parce que c'est quand même le territoire du film This Train I Ride. Je voulais savoir quel était ton lien à ce territoire, comment tu avais été initié à la culture américaine d'une certaine manière, voilà, aux grands espaces et aux rails. Comment tu as connu cet univers-là? J'avoue que j'ai une culture beaucoup plus anglo-saxonne que française. Moi, la culture française m'a toujours un peu emmerdé. Donc là, j'écoute de la musique anglo-saxonne, j'écoute du punk rock depuis que j'ai 15 ans. Je lis de la littérature américaine, je regarde du cinéma américain. Pourtant, je suis pas non. Enfin voilà, c'est un pays qui, j'avoue, a un attrait assez important pour moi, même si je suis le premier à critiquer dessus. Enfin voilà, c'est un pays qui est autant génial qu'insupportable. Mais pour moi, en tout cas, c'est un pays de cinéma, quoi. Donc j'adore les westerns. J'ai grandi gamin en regardant des westerns avec mon grand-père. Pour moi, c'est des films qui m'ont toujours, qui font partie de mon ADN, qu'on va dire. Donc après, le milieu des hobos, tout ça, c'est un truc, la sous-culture américaine, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, parce que c'est pas ce qu'on a vraiment en France, quoi. Une vraie sous-culture. Alors justement, c'est comme ça que t'es venu l'idée du film, c'est le contact avec cette sous-culture, c'est lors d'un voyage ou dans tes lectures? Non, le film, il est vraiment venu sur un hasard. J'écrivais un autre film qui n'aboutissait pas, le film que j'avais développé quand j'avais fait mon atelier à la Fémis, et qui était retombé dans les pattes d'une productrice qui ne le faisait pas avancer. Et le problème, c'est que c'est un peu désespérant quand on écrit des films et qu'on met beaucoup d'énergie et qu'ils n'avancent pas. C'est assez violent, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et je connaissais la culture robot parce que c'est une culture qui fait partie de la sous-culture américaine. Aux États-Unis, tout le monde sait qui c'est un robot. Ça fait partie de la sous-culture américaine. Il y a tout un tas de musiciens qui racontent la vie des hobos, le nomadisme, le vagabondage. Justement, Arnaud, comme on a un public qui est principalement français, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les hobos, voilà, cette figure mythique de l'imaginaire américain? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour un peu présenter ce que c'est qu'un hobo pour le français qui ne connaît pas forcément? Ils sont apparus, on va dire, principalement à partir de la Grande Dépression, où les gens, c'est les raisins de la colère, hein, les hobos. C'est des journaliers qui traversaient le pays pour aller trouver du boulot et ils montaient dans les trains de marchandises pour aller de lieu en lieu et trouver un peu de travail. C'est la littérature aussi de Kerouac, de London, de Tully, enfin, Voilà, c'est la Beat Generation. Mais alors justement, ça c'était le début du XXe siècle. Aujourd'hui, ouais. Mais du coup, en tout cas, ce mouvement, il est né à partir de là. Et après, c'est devenu une culture parce que ces gens qui voyageaient à travers les États-Unis, aussi, ils avaient des idées politiques très à gauche et ils se retrouvaient dans des camps sur en bord de voie ferrée et ils partageaient les repas, ils partageaient les idées, ils partageaient la musique. Et petit à petit, il y a une culture qui est née de ça, une culture robot qui a perduré jusqu'à maintenant et qui s'est jamais éteinte en fait. Et ils sont pas forcément vus comme des nuisibles, même maintenant. Voilà. Les gens, les Américains ont toujours eu un côté un peu bienveillant par rapport aux vagabonds. est-ce qu'il n'y a pas, ça c'est une petite question un peu sur le fond, mais est-ce qu'il n'y a pas un grand paradoxe selon toi entre chercher à sortir du rang, chercher cette liberté, être dans une quête de liberté, et puis se mettre sur un rail, ce qui revient un peu à se condamner à un itinéraire forcé quelque part? Est-ce que ce paradoxe-là, il te paraît évident, ou est-ce que finalement non, c'est pas antinomique? Non, parce qu'il n'y a pas qu'un seul rail, donc c'est pas. Le Il y a un rail, réseau. il t'emmène de partout. Le D'accord. rail, une fois que tu es sur un rail, tu vas de partout. C'est un réseau immense et tu montes dedans et tu descends quand tu veux. Donc il n'y a D'accord. rien il t'enferme pas. Mais bon, il t'impose un itinéraire et quelque part, ça peut aussi faciliter les choses quand on ne sait pas trop où on veut aller. Non? Je sais pas, enfin, une réflexion qui me vient comme Tu ça. peux sauter dans le premier train, tu sais pas où il va t'emmener et puis voilà, ouais, tu sais jamais, tu n'es jamais vraiment sûr déjà quand tu prends un train de savoir où il va t'emmener. Tu vois, tu peux aussi sauter dans le premier train qui tombe et t'emmener ailleurs et ainsi de suite et aller au hasard des destinations. Il y en a plein, enfin il y en a qui le font, hein. Je voudrais qu'on parle du film aussi.
Je voudrais que tu nous expliques comment tu as rencontré Ivy, Karen et Christina, et puis voilà, comment tu as fait aussi pour gagner leur confiance, parce que c'est toujours un processus long, ça, de gagner la confiance de ces sujets dans le cinéma du réel. Et voilà, je voulais savoir un peu comment tout ça s'était orchestré. Est-ce qu'il y a eu plusieurs voyages? Est-ce que le courant est passé très vite? Raconte-nous un peu. Disons que je suis parti, j'ai fait quoi, 5, 6 voyages à peu près. J'ai fait un premier voyage de repérage parce que j'ai réussi à avoir une aide de l'Institut français. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce dossier, parce que j'allais avoir 37 ans et la deadline, c'était 37 ans. Donc j'ai écrit ce dossier sur un coup de tête parce que j'avais ça en tête depuis un moment, mais j'avoue que le photographe Mike Brody m'avait bien scotché avec ses photos. C'est un jeune photographe qui avait commencé à faire des photos dans les trains et qui vivait de cette manière-là. Mhm. Et j'avoue que ça m'a scotché. Donc à la base, je voulais faire un truc peut-être même avec lui. Et puis finalement, ça ne marchait pas. Et du coup, je me suis dit que c'était plus intéressant avec les femmes. Parce que pardon, pourquoi avec ces femmes-là? Enfin, tu nous as pas tout à fait dit comment tu les avais rencontrées, mais tu pourras le préciser. Mais pourquoi des femmes plutôt que des hommes, sachant que j'imagine que c'est plus compliqué de trouver des femmes que des hommes sur ce genre de pratique, non? Disons que les hommes sont beaucoup plus présents, mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que je pense que les femmes ne le font pas pour les mêmes raisons que les hommes. Elles le font pour des raisons beaucoup plus profondes. Et en fait, les hommes, il y a toujours un truc très testostérone, de je vais te montrer qui je suis, et de gens qui se mettent vraiment en danger. Les hommes se mettent en danger avec les trains pour se prouver que c'est des hommes. Mais les femmes n'ont pas ce truc-là. Et elles, le danger, il est quand même plus complexe, quoi. Ouais. Elle Et s'expose. donc, du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça me plaisait. Mais après, je n'étais pas complètement sûr. Donc, dans mon premier repérage, je voulais d'abord essayer de rencontrer un maximum de femmes qui ont pris des trains et qui ne prenaient pas forcément les trains, mais pour déjà discuter et essayer de voir si ça correspond à ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai rencontré pas mal de femmes et c'est après des contacts, de réseaux. Je suis parti avec un contact et finalement, j'ai dû rencontrer 6, 7 femmes qui avaient pris des trains, mais qui ne le prenaient plus. Donc on s'est rencontrés, on papotait, on faisait une interview, peut-être un ou deux plans si ça ne les dérangeait pas, une chanson si elles faisaient de la musique. Et après, j'avoue que et dans ce lot-là, j'ai rencontré Ivy, Ouais, un des personnages du documentaire. bien sûr. Et avec Ivy, ça s'est bien passé. Et j'ai bien aimé son rapport, son côté un peu directif. Il y a un truc qui m'a plu, quoi. Après, c'est une question d'affinité, de comment ça marche. Je sais pas. Moi, je pense que je viens les voir avec des intentions qui sont saines et qui viennent du cœur. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens le sentent, quoi. Donc après, il y a des gens qui m'ont baladé. Mais une fois qu'on se rencontre, généralement, ça marche plutôt bien. Et dans ce premier repérage, j'ai rencontré Christina aussi, le premier personnage du film. Mhm. Et elle, c'est par un forum de squatteurs sur Internet. Un forum de squatter punk. Et du coup, il y avait des nanas qui postaient des trucs. J'ai envoyé des messages. Elle a répondu. Elle me dit, bah, je suis à Salt Lake City. Rejoignez-moi et puis on verra, quoi. Et voilà, je suis allé à Salt Lake City avec le pote avec qui j'étais parti. Et en fait, et avec elle, on a pris les trains. Alors ces femmes que tu as décidé de suivre dans ce film, qu'est-ce qu'elles nous racontent sur l'Amérique d'aujourd'hui, selon toi? Et puis on accède à une partie de la réponse dans le film, c'est vrai. Et aussi, qu'est-ce qu'elles nous racontent sur les femmes d'aujourd'hui? Moi, je pense que surtout, elles racontent leur quête leur besoin de liberté et de s'affranchir des dictats de la société et des hommes, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup avec elles. En fait, quand je me suis retrouvé à les filmer, j'avais déjà fait 2 autres docus. Mon premier docu, Marie-France, qui était sur une femme qui avait toujours subi la violence des hommes pendant toute sa vie et les pires atrocités, et qui n'avait jamais réussi à se libérer de ce qu'elle avait subi. Et j'avais fait un autre documentaire à Détroit sur une femme afro-américaine, pareil, qui chantait des chansons de Billie Holiday que j'avais rencontrée. J'avais fait un docu sur elle. Et c'est pareil, c'est une femme qui avait subi la violence des hommes. Et je m'étais dit, ben, en filmant ces femmes, je me disais, ben voilà, elles sont peut-être la revanche
de jazz et de Marie-France. Parce Mhm. qu'elle y arrive. Elle a trouvé à s'affranchir, en tout cas. Et elles sont fortes. Je voulais des femmes fortes. Et je Alors, voulais pas des femmes qui soient avec des hommes. Je voulais des femmes qui soient toutes seules, qui le font et qui se libèrent en prenant le train. Et où le train, au final, est un accessoire pour le film. C'est pas un film qui parle de la culture robot. C'est un film qui parle de femmes qui se libèrent et qui se trouvent, qui continuent à se chercher, parce qu'en même temps, Karen, un des personnages, continue à se chercher, mais elle a pris le pouvoir sur sa vie. Elle s'est libérée de ses parents, de là où elle vient, et elle a commencé à prendre le pouvoir. Elle va continuer à se chercher parce qu'elle est jeune. Alors, une question sur l'écriture du film, parce que comme tu le disais tout à l'heure, comme tu le soulignais, il y a tout un travail d'écriture quand on réalise un film comme celui-ci, un documentaire de création. Je voulais savoir justement comment toi tu avais écrit ce film. Est-ce que tu as tout de suite trouvé le fil conducteur? Est-ce qu'il s'est imposé de lui-même ou est-ce qu'il s'est dessiné finalement à mesure de tes voyages ou redessiné à mesure de tes expériences au contact du rail et de ses personnages? Ben oui, oui, disons qu'on était toujours obligé de les réécrire parce que de toute façon, tu n'as pas le choix par rapport aux aides et au financement. Parce que si tu veux faire un film, tu es obligé d'avoir des aides, sinon c'est infinançable. Donc du coup, il faut réécrire. Donc, puis en même temps, ça permet de faire un peu le bilan, de poser un peu les idées sur le papier. Donc oui, j'ai eu au moins trois ou quatre grosses sessions de réécriture entre la première écriture et la version, on va dire, plus ou moins finale, qui de toute façon ne correspond pas au film, parce que on nous demande d'écrire des documentaires. C'est toujours assez compliqué d'écrire un film documentaire, parce qu'on sait par définition, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc après, on projette des choses de ce qu'on a envie de faire, des intentions. Et après, ce qui se passe dans le réel est forcément différent de ce qu'on a planifié sur le papier. Et on essaye, enfin bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'y attacher, parce que si on s'attache trop à ce qu'on a écrit sur le papier, généralement, on n'a pas du tout la même chose. Donc après, il faut accepter le réel tel qu'il vient, et puis voilà, se laisser guider par le réel. C'était une question que j'avais justement pour la fin, pour finir l'échange sur le film. Est-il finalement très différent de ce que tu avais imaginé écrit? Donc on a la réponse oui, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur les conditions de tournage, l'équipe. Est-ce que tu étais seul, prise de son, image? Est-ce que parfois tu as été aidé? Et puis surtout, j'aimerais que tu nous donnes voilà, ton sentiment par rapport à la prise de risque, parce qu'on comprend bien qu'être sur des trains, c'est risqué. Donc tu as participé enfin, tu as dû aussi entrer dans cette logique de prise de risque. Explique-nous comment le tournage et ce risque quasi consubstantiel ont réussi à te faire avancer dans ce projet-là. Bah, disons que la première fois, on est parti à deux, avec un preneur de son et moi. Euh, donc on a pris les trains ensemble, parce que c'était vachement important de prendre du son des trains, parce que les trains, ils ont vraiment un son particulier. Et du coup, d'arriver à capter la matière sonore du train, ça, c'était important. Après, je suis parti seul. Aussi parce que, et ça c'était vachement intéressant, parce qu'on partait vraiment à deux, moi et un des personnages, quoi. Et on vivait vraiment notre truc à deux, ce qui était moins le cas quand on était à trois avec deux, enfin, un preneur de son, moi et l'autre personnage, surtout avec la barrière de la langue. Du coup, nous, on pouvait parler en français, et ça créait toujours un truc un peu étrange. Enfin, qui n'était pas mauvais, mais en ouais, tout cas, à deux, c'était vachement mieux. Là, on était vraiment ensemble. ouais, Donc, du coup, après, j'ai tourné tout le temps tout seul, ok. en partant avec elle. Et puis, je suis reparti une dernière fois avec un preneur de son pour essayer de capter encore un peu de matière pour enrichir le son du film, quoi. Alors, justement, je rebondis sur le son, ce sera une de mes dernières questions, peut-être une dernière après, mais parle-nous de la musique de la bande originale, puisqu'elle elle a été composée et interprétée par Warren Ellis, c'est un musicien quand même très connu, mondialement connu, je crois qu'on peut le dire. Voilà, comment l'as-tu rencontré et puis comment cette collaboration s'est construite entre toi et Warren? Ben, c'est parti d'un hasard. J'ai envoyé un message à son agence, quoi. Et puis, en fait, bah, il a répondu en disant que ça lui plaisait. Voilà. Tout Qu'il avait aimé le simplement. message et que le projet lui plaisait et que lui, il voulait le faire.
Je savais qu'il était accessible, Warren Ellis, dans le sens où il fait pas de la musique de documentaire pour l'argent. Il s'en fout, lui, il gagne suffisamment avec les Bad Seeds donc je sais qu'il fonctionne qu'au coup de cœur. Donc voilà. Donc ça lui a plu et après on s'est rencontrés. Je lui ai montré des bouts d'images, il a adoré. Et après, il me demandait il voulait pas voir les rushs, il voulait juste que je lui donne des mots, des mots pour le guider. En lui disant, bah, tiens, ça, je veux que ce soit, je sais pas, émotionnel, ça agressif, ça, enfin voilà, peu importe. Et du coup, et après, il a sélectionné plein de sons. Et puis, on les écoutait ensemble. Et on se dit, ah bah tiens, ça, c'est pas mal. Donc, on a sélectionné une dizaine de sons. Et après, en fait, on a construit ça petit à petit. Je le montais sur les images, je lui rajoutais un truc et on a fait un espèce de ping-pong. Et puis, à la fin, une fois qu'on a fini de monter le film et qu'on avait placé les premières musiques de base, on a enregistré les musiques dans un studio où on s'est pris 2 jours. Et là, du coup, on a réarrangé aussi les musiques en peut-être rajoutant des petites touches par-ci, par-là pour vraiment coller avec le montage, quoi. Et puis voilà, quoi. Et après, c'était une super rencontre. Lui, il est à fond. Il va faire la musique de mon prochain film. Ah, magnifique. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Moi, non, c'est un mec génial. C'est un vrai bosseur. C'est un mec qui adore ce qu'il fait. Et ouais, lui, il vit pour la musique. Et par la musique, il veut faire que ça, quoi. Il bosse comme un débile. Il s'arrête jamais. Et le reste, ça l'ennuie, quoi, je pense. Donc c'est super de travailler avec lui. Moi, c'est une super expérience. Et j'ai vraiment envie de continuer à bosser ensemble, quoi. En tout cas, on te souhaite encore une très longue carrière. J'avais bien encore 10 ou 15 ou même 20 questions à te poser. Malheureusement, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Un immense merci Arnaud Bicci d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de ce festival Les Rendez-vous de l'Aventure. Et j'espère qu'on pourra te rencontrer en chair et en os lors d'une prochaine édition avec l'un de tes prochains films et Warren Ellis, pourquoi pas encore aux manettes sur la bande originale. Ce serait magnifique. Espérons. Ça roule. Voilà, à bientôt. À plus. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.